Fatigué de nettoyer une maison que personne d'autre ne salit? De ramasser encore et encore les mêmes assiettes, les mêmes vêtements, les mêmes jouets, pendant que le reste de la famille agit comme si la maison se nettoyait toute seule. Ce sentiment d'être coincé dans une routine épuisante où il semble que toi seul perçois le chaos, ça fait mal. Très mal. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de nettoyer, il s'agit de sentir que tes efforts ne valent rien. Que si ce n'est pas toi qui le fais, personne ne le fera. Que la maison tombe en morceaux, et toi avec. Mais cette fois, tu ne vas pas exploser. Cette fois, tu vas récupérer ton espace, en paix. Aujourd'hui, je te présente la méthode, seul mais en paix. Tu n'as pas besoin de crier, de pleurer ni de mendier de l'aide. Tu as seulement besoin de revenir à toi. À ton rythme. À ta façon. Et crois-moi, ce que je vais partager avec toi ne sont pas les conseils classiques et répétés 1000 fois. Ce sont des idées étranges. Efficaces. Différentes. Et avant de te les montrer, je t'invite à t'abonner à la chaîne si cette manière de voir le foyer résonne en toi. Ici, on parle sans filtre. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu découvriras mon conseil préféré, le numéro 5, qui peut transformer complètement ta manière de faire le ménage. Et ensuite, raconte-moi dans les commentaires lequel t'a le plus parlé. Conseil numéro 1, nettoie dans un silence complet. Nettoyer dans un silence complet peut, à première vue, sembler triste ou même ennuyeux. Mais quand tu es toute la journée entouré de bruit des voix, des écrans, des interruptions constantes, le silence devient un luxe. La plupart du temps, on utilise la musique ou les podcasts comme une échappatoire, comme une façon d'éviter de ressentir l'ennui du nettoyage. On veut se distraire, passer le temps plus vite. Mais ce qui se passe en réalité, c'est que ton esprit se divise. Une partie de toi essaie de suivre le rythme de la chanson, une autre tente de comprendre le podcast, et une autre encore essaie de gérer le désordre. Tu finis exténué sans comprendre pourquoi, parce que mentalement tu es à 3 endroits différents, sans être vraiment présente dans aucun. En revanche, quand tu choisis de nettoyer sans aucun stimulus externe, quelque chose se réorganise en toi. C'est étrange, mais tu te rends compte que cela faisait des jours que tu ne t'étais pas écouté. Le silence ne révèle pas seulement les sons de la maison, l'eau qui coule, le frottement d'un chiffon, le craquement d'un meuble que l'on déplace, il te confronte aussi à tes pensées. Et pas n'importe quelle pensée. Ce sont ces choses que tu avais repoussées de ressentir. Peut-être la tristesse. Peut-être une colère tenue. Peut-être simplement la fatigue accumulée. Mais loin d'être une expérience inconfortable, cela devient profondément humain. Tu te vois en train de faire des choses apparemment banales, comme nettoyer un plan de travail ou balayer un couloir, mais tu les ressens avec une nouvelle présence. Comme si chaque geste, aussi petit soit-il, avait un sens. Pas parce que quelqu'un va te remercier, mais parce qu'à cet instant, tu es avec toi-même. Le silence te révèle comment tu vas. Parfois, tu remarques que tu respires vite, que tu serres les dents, que tu nettoies avec colère ou dans la précipitation. Et alors, tu peux t'arrêter. Tu peux poser le chiffon, fermer les yeux, prendre une grande bouffée d'air, et recommencer, mais depuis un autre endroit. Avec un rythme plus doux, plus conscient. Tu deviens spectatrice de toi-même. Tu ne nettoies pas comme une punition. Tu prends soin d'un espace, même si personne ne le voit. Et ce simple geste de silence, de connexion, transforme les tâches les plus ordinaires, dégraisser une cuisine, récurer une salle de bain, plier des vêtements en un acte de pure présence. C'est presque comme méditer, mais en mouvement. Tu n'as pas besoin de t'asseoir en lotus ni d'allumer une bougie. Tu dois juste être là. Avec chaque assiette que tu laves, tu nettoies aussi un coin de ton esprit. Avec chaque chiffon passé, tu emportes avec toi les pensées qui t'alourdissaient. Pas besoin de mantra ni de phrases positives, le silence est déjà assez puissant. Et dans ce silence, tu reviens à toi. Tu n'es pas celle qui nettoie. Tu es toi, entière, vivante, présente. Et quand tu as fini, ce n'est pas seulement la maison qui semble différente. Toi aussi. Tu te sens plus légère. Comme si l'ordre que tu as créé à l'extérieur s'était aussi reflété à l'intérieur. Et ça n'a pas de prix. Conseil numéro 2, crée une zone d'abandon contrôlée. L'idée d'avoir une zone d'abandon contrôlée peut sembler contradictoire au départ. Comment peux-tu organiser en te permettant un espace pour le désordre? N'est-ce pas un aveu d'échec? Mais voici une vérité que peu de gens osent dire. Il y a des jours où tu n'as tout simplement pas l'énergie mentale, émotionnelle ou physique pour faire face à tout. Il y a des choses que tu ne sais pas où ranger, qui t'accablent, qui te rappellent des décisions que tu ne veux pas prendre. Et si tu essaies de te forcer à tout résoudre d'un coup, tu risques fort de laisser les choses à moitié faites ou de tout reporter jusqu'à ce que la montagne de chaos devienne insupportable. C'est là qu'intervient cet outil, offrir un refuge temporaire au désordre.
Imagine que tu es en train de ranger et que tu tombes sur une pile de papiers dont tu ne sais pas s'il faut les jeter ou les garder, des câbles dont tu ignores la fonction, un vieux carnet avec des notes inachevées, des jouets sans boîte, des vêtements sans boutons. Ce sont de petites choses, mais elles se multiplient. Elles ressemblent à des obstacles mentaux. Et au lieu d'interrompre tout le ménage à cause d'eux, tu les places simplement dans ta zone d'abandon. Cela peut être une jolie boîte, un panier tressé, une étagère, un coin bien défini. Cet espace devient ta soupape de sécurité. Pas pour cacher les choses et les oublier à jamais, mais pour les rassembler, les contenir et décider de leur sort quand tu le voudras. Pas quand le désordre l'imposera. Le plus puissant dans cette technique, ce n'est pas seulement que tu cernes le chaos, c'est que tu récupères une sensation de contrôle. Il n'y a plus d'objets éparpillés dans chaque pièce qui te volent ton énergie visuelle et mentale. Tu ne ressens plus que toute la maison est en désordre, parce que tu sais que le désordre est contenu, localisé, sous ton autorité. C'est un coin sous tes règles. Et cela change toute la dynamique. Tu n'es plus une femme dépassée, courant derrière le chaos. Tu es une femme qui décide de l'emplacement de chaque chose, même du désordre. Et voici ce qu'il y a de plus beau. Avec le temps, cette zone devient un pont entre la fatigue et l'ordre. Il y a des jours où tu ne t'en approches même pas, et c'est très bien ainsi. Mais il y en a d'autres où, l'esprit plus clair, tu peux t'asseoir devant cette boîte et faire face à une seule chose. Un papier, une photo, un objet. Et cela suffit largement. Ce qui hier était un abandon, aujourd'hui peut devenir une fermeture. Une décision. Et chaque objet que tu en retires est une petite victoire silencieuse. Un acte d'amour-propre. Alors ne culpabilise pas d'avoir un coin en désordre. L'important n'est pas de l'éliminer complètement, mais de le domestiquer. C'est toi qui décides où le désordre a le droit d'exister. C'est toi qui le contiens. Et quand tu es prête, c'est toi aussi qui le libères. Conseil numéro 3, marche toujours avec un sac à la main. Ce conseil peut sembler être le plus simple de tous, mais il est peut-être aussi celui qui transforme le plus profondément ta relation avec ton foyer. Marche toujours avec un sac à la main. Pas un vieux sac froissé de supermarché sans but, mais un sac choisi avec intention, comme s'il faisait partie de toi. Un sac qui ne crie pas ménage, mais libération. Parce que c'est ce que tu fais, chaque fois que tu te déplaces avec lui, tu libères. Ça commence comme un petit geste. Tu vas aux toilettes, tu prends le sac. Tu regardes l'étagère et tu vois un pot vide qui traîne là depuis des mois au cas où. Hop, dans le sac. Tu passes par la cuisine et tu vois un tupé sans couvercle, une cuillère brûlée, un sachet de thé périmé. Dans le sac. Tu vas dans ta chambre, tu vois une chaussette orpheline, un cahier d'il y a 2 ans, un accessoire cassé. Dans le sac. Tu n'es pas en train de faire un grand ménage, personne ne le remarque. Tu n'as pas besoin d'heures, ni de prévenir la famille, ni d'interrompre quoi que ce soit. Tu fais simplement de la place. Tu laisses partir ce qui ne sert plus. Ce qui gêne. Ce qui, silencieusement, te vole de l'énergie chaque jour sans que tu t'en rendes compte. C'est comme si ce sac était un collecteur de décisions différées. Parce que chaque objet hors de place qu'on garde renferme une micro-décision cachée. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le répare? Est-ce que j'ai trop de remords pour le jeter? Est-ce que j'en aurai besoin un jour? Avec cette technique, tu cesses de négocier avec chaque chose. Tu ne réfléchis pas, tu agis. Ce sac te donne la permission de lâcher prise sans justification. Il t'accompagne comme une complice silencieuse qui ramasse ce que tu es prête à laisser partir. Il n'y a pas de culpabilité, pas de drame. Juste un mouvement constant. Et avec le temps, quelque chose commence à changer sans même que tu le cherches. Tu te sens plus légère. Pas parce que tu as fait un grand ménage, mais parce que tu as transformé ta façon d'interagir avec tes espaces. Tes déplacements quotidiens, aller aux toilettes, à la cuisine, chercher quelque chose dans la chambre deviennent des parcours de guérison domestique. Marcher dans ta maison n'est plus une traversée entre tâches à faire, c'est un acte intime de purification. Tu deviens quelqu'un qui ne garde pas, mais qui laisse partir. Qui ne refoule pas, mais qui nettoie en mouvement. En silence. En paix. Et ce qu'il y a de plus incroyable, c'est que cette habitude ne change pas seulement ta maison, elle change aussi ta tête. Parce que chaque objet que tu lâches est aussi une façon de te dire à toi-même « Je n'ai pas besoin de porter plus que le nécessaire. Je n'ai pas à retenir ce qui est cassé, vieux, ou ce qui ne vibre plus avec moi. Je peux lâcher prise, petit à petit. Jour après jour. Sans rituel, sans témoin, sans devoir m'expliquer. Juste moi, ma maison, et un sac. » Conseil numéro 4. Commence toujours par la salle de bain. Commencer toujours par la salle de bain n'a rien à voir avec le fait que ce soit l'espace le plus sale ou le plus urgent de la maison. Ce n'est pas une question de nettoyage, c'est une question de psychologie profonde. Parce que quand tu te sens dépassé,
Quand tu regardes ta maison et qu'elle te semble être un champ de bataille où tout est sans dessus-dessous, choisir part ou commencer peut te paralyser. C'est comme faire face à un désastre émotionnel traduit en objet. Chaque chose hors de place représente une promesse brisée, une responsabilité en attente, une version de toi qui n'est pas arrivée à temps. Et là, au milieu de ce bruit visuel, entre ces objets qui semblent te crier « tu as échoué », la salle de bain apparaît comme ton refuge stratégique. La salle de bain est petite, fermée, contrôlable. Elle n'a pas des centaines de bibelots ni d'étagères remplies de souvenirs émotionnels. Tu n'y croises pas de photos de famille, de vêtements chargés d'histoire, de jouets cassés qui te rappellent l'enfant qui a grandi. C'est un lieu fonctionnel, direct, propre, même lorsqu'il est sale. C'est pour cela que lorsque tu la nettoies, ton esprit vit quelque chose de puissant, une sensation claire et immédiate d'accomplissement. Tu la nettoies en une demi-heure, parfois moins. Tu prends un chiffon, tu nettoies le miroir, le lavabo, les toilettes. Tu jettes ce qui ne sert plus, des contenants vides, des flacons oubliés, du maquillage périmé. Et soudain, tout brille. Tout sent bon. Tout paraît possible. Ce petit triomphe n'est pas anodin. C'est un piège mental, oui, mais un piège en ta faveur. Ton cerveau a besoin de dopamine pour continuer. Il a besoin de la sensation de « j'ai déjà réussi quelque chose » pour se motiver à faire la suite. Si tu commences par le salon ou la cuisine, avec ses assiettes empilées, ses papiers éparpillés, ses sacs de course, ses baskets traînant partout, le choc visuel est si fort qu'il te bloque. Mais si tu commences par la salle de bain, tu changes la narration. Tu n'es plus en train de lutter contre le chaos. Tu prends le contrôle, stratégiquement. Tu n'es plus en mode victime. Tu passes en mode commandement. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. Lorsque tu nettoies la salle de bain, tu nettoies aussi ton entrée et ta sortie de la journée. Parce que la salle de bain est le premier endroit que tu visites en te réveillant, et le dernier que tu touches avant de dormir. C'est là que tu te regardes dans le miroir, que tu pleures sans que personne ne te voie, que tu te coiffes pour faire semblant que tout va bien. Nettoyer la salle de bain, d'une certaine façon, c'est nettoyer ton propre rituel d'intimité. C'est offrir à toi-même un espace digne, ordonné, dans lequel tu peux te regarder sans le bruit du désordre autour. Alors ne sous-estime pas cette petite pièce. Ne la nettoie pas par habitude, nettoie-la par stratégie. Fais-en ta première victoire du jour. Parce qu'une femme qui nettoie sa salle de bain et la laisse impeccable, même fatiguée, même découragée, est une femme qui vient de se dire à elle-même « je peux y arriver ». Et à partir de là, tout le reste semble plus facile, plus léger, plus à toi. Conseil numéro 5, celui-ci est mon préféré. Pose une chaise au milieu du couloir, ou face au plus grand désordre de ta maison. Et assieds-toi. Pas pour te reposer, pour regarder. C'est mon conseil préféré parce qu'il n'a rien à voir avec l'acte physique de nettoyer, et pourtant, il peut transformer à jamais ta manière de te relier à ta maison. C'est aussi simple que provocateur. Prends une chaise et place-la juste en face du chaos. Pas pour te cacher, pas pour remettre à plus tard, mais pour observer. Pour vraiment affronter ce coin, cette pièce, ce placard, cette pile de choses que tu évites depuis des semaines, des mois, voire des années. Ne fais rien. Assieds-toi et regarde. Cela peut être inconfortable, même douloureux, mais cela peut aussi être transformateur. Quand tu es debout face au désordre, ton corps veut le résoudre rapidement. Tu es pressé, fatigué, tu te sens coupable. Tu veux que ça disparaisse. Mais quand tu t'assois littéralement et que tu t'arrêtes pour observer attentivement, quelque chose de subtil et de puissant se passe. Tu cesses de réagir et tu commences à comprendre. Tu ne nettoies plus par automatisme. Tu déchiffres le langage caché du désordre. Car oui, le désordre parle. Il te montre ce que tu accumules, ce que tu répètes, ce que tu ne lâches pas, ce que tu gardes au cas où mais que tu n'utilises jamais. Depuis la chaise, tu vois avec clarté. Non seulement les objets, mais ce qu'ils représentent. Un sac abîmé que tu conserves parce qu'il te rappelle une autre époque. Un coin rempli de choses sans place, une chaise utilisée comme porte-manteau permanent. Chaque chose raconte une histoire. Et toi, assise, tu prends le temps de l'écouter. Depuis cet angle bas et calme, tu commences à remarquer des schémas. Tu vois combien de fois tu achètes les mêmes choses. Combien de zones sont saturées sans que tu t'en sois rendu compte. Tu découvres qu'il y a des meubles qui occupent de l'espace mais n'ont aucune fonction. Qu'il y a des coins qui pourraient être libérés. Qu'il y a des objets là simplement parce que tu n'as jamais eu le temps de décider quoi en faire. Et au lieu de les attaquer avec colère, tu les comprends. Et depuis cette compréhension, tu prends des décisions bien plus sages, plus intentionnelles, plus personnelles. Cet acte de t'asseoir face au chaos, sans bouger, sans rien toucher, est aussi une déclaration de pouvoir. Tu ne fuis pas. Tu ne caches pas. Tu fais face. Pas avec violence,
mais avec présence. C'est comme dire au désordre, je te vois. Et dans cette simple action, tu récupères quelque chose que tu avais perdu, le droit d'observer avant d'agir. Le droit de décider comment nettoyer, quand, et avec quelle énergie. Pas par culpabilité ni par devoir, mais par désir de transformer ce qui ne te sert plus. Et peut-être que le plus puissant dans tout cela, c'est que, très souvent, pendant que tu es assise là, un déclic intérieur se produit. Non planifié. Non forcé. C'est comme si quelque chose dans ton corps disait « Maintenant, oui ». Alors tu te lèves, et sans anxiété, sans désespoir, tu prends une décision. Une seule. Puis une autre. Et encore une autre. Et quand tu t'y attends le moins, ce coin commence à se vider. Pas parce que tu t'es forcé, mais parce que tu étais prête. Parce que tu l'as vraiment vu. Parce que tu l'as compris. Alors oui, mets une chaise face au chaos. Et assieds-toi comme quelqu'un qui prend les commandes d'une situation. Pas pour fuir le désordre, mais pour y entrer les yeux grands ouverts. Parce que lorsque tu nettoies avec conscience, avec lenteur, avec intention, tu ne changes pas seulement ta maison. Tu changes ta manière de l'habiter. Et cela, en silence, sans cri ni applaudissement, est un acte de pouvoir profond. Astuce numéro 6, utilise des minuteries bizarres. Cette astuce peut sembler insignifiante, voire enfantine, mais c'est un truc psychologique avec un impact profond. Utilise des minuteries avec des durées absurdes. Oublie les classiques 10, 15 ou 20 minutes. Ces durées rondes sont chargées d'attente, de pression invisible. Quand tu te mets à un minuteur de 15 minutes, sans t'en rendre compte, tu actives le mode « tout ou rien ». Si tu ne termines pas quelque chose en entier dans ce laps de temps, tu as l'impression d'avoir échoué. Et ce qui devait t'aider devient un jugement. En revanche, quand tu décides de mettre 3 minutes et 17 secondes, ou 6 minutes et 34, ou même 1 minute et 41, tu crées un choc inattendu dans ton esprit, tu sors du script. Le cerveau, habitué à la routine, réagit avec attention à ce qui est étrange. Ce chiffre absurde, presque ridicule, le réveille. Tu n'es plus en train de nettoyer par devoir, tu es en train de jouer. Tu exécutes une sorte de mini-mission secrète. C'est comme si, au lieu d'être face à une liste de corvées, tu étais dans une dynamique que tu as toi-même inventée. Cette petite déviation du schéma, ce nombre étrange élimine le poids du devoir. Ça devient léger, curieux. Et comme c'est peu de temps, juste quelques minutes, la barrière mentale de la résistance tombe immédiatement. Ton cerveau ne crie plus c'est trop. Parce que tout ce que tu lui demandes, c'est de commencer. Pas de finir. Et c'est là le vrai secret. En trompant le perfectionnisme, tu avances. Car ce qui paralyse le plus, ce n'est pas la paresse, c'est l'idée qu'il faut tout faire parfaitement, tout faire d'un coup. Et tu sais déjà comment ça se passe. Tu regardes la cuisine et tu te dis, ça va me prendre des heures. Alors tu ne fais rien. Mais si à la place tu te dis, je vais mettre le minuteur sur 4 minutes et 11 secondes et juste nettoyer le plan de travail. Tu commences. Et une fois que tu commences, tout change. Parce que souvent, commencer est tout ce dont tu avais besoin. Pas pour finir, mais pour bouger. De plus, cette méthode te libère d'une forme d'auto-exigence silencieuse que beaucoup de femmes portent. L'idée que chaque action domestique doit servir l'ordre total. Que si tu ne nettoies qu'une partie et pas tout, ça ne compte pas. Mais bien sûr que ça compte. Mieux, ce petit moment, même s'il n'atteint pas la perfection, brise l'inertie. Brise le blocage. Brise le cercle de l'accumulation. Et dans cette rupture, tu te donnes de l'espace pour quelque chose qu'on associe rarement à la maison, le jeu. Parce que ce truc n'est pas seulement fonctionnel, c'est une façon de retrouver de la légèreté dans une routine lourde. De sentir à nouveau que c'est toi qui contrôles, pas le chaos. Et quand les 3 minutes et 17 secondes sont terminées, tu peux t'arrêter. Tu n'as pas besoin de continuer. Tu ne dois rien à personne. Mais si tu veux recommencer, si tu veux ajouter 2 minutes et 56 secondes de plus, tu le fais. Parce que maintenant le temps est de ton côté. Ce n'est plus une condamnation au nettoyage sans fin, c'est une série de petits défis personnels que tu as toi-même créés. C'est toi qui fixes les règles. Et cela, aussi petit que ça puisse paraître, est une manière subtile de reprendre ton pouvoir. De ne pas te soumettre au désordre, mais de ne pas le laisser te gouverner non plus. Tu avances, même si c'est étrange. Même si c'est peu. Parce qu'avancer, dans cette méthode, vaut bien plus que faire parfaitement. Astuce numéro 7, parle aux objets. Oui, à haute voix. Parler aux objets peut sembler, à première vue, un acte absurde. Quelque chose que seule ferait une personne au bord de la folie. Mais si tu y réfléchis bien, il y a des moments où le silence ne suffit pas à contenir tout ce que tu ressens. Il y a des jours où tu es tellement épuisé, dépassé, émotionnellement vidé par le quotidien, que tu as besoin d'exprimer ce que tu portes en toi de manière directe. Et tu sais quoi? Parler à une pile de linge, à un évier plein,
à un sac de choses accumulées peut devenir un acte profondément thérapeutique. Ce n'est pas de la folie. C'est une libération émotionnelle déguisée en jeu. Quand tu regardes cette pile de linge et que tu lui dis « c'en est assez », tu ne parles pas seulement à du tissu. Tu parles à tout ce que cette pile représente. À la charge de sentir que personne d'autre ne la voit, que personne d'autre ne la touche, que si tu ne fais rien, elle va continuer à grandir jusqu'à t'écraser. Tu verbalises la colère contenue, la frustration d'être la seule à remarquer ce qui ne va pas. Et en parlant, à voix haute, tu t'écoutes. Tu te donnes la permission de nommer ton ras-le-bol. Ce n'est plus juste de la fatigue. C'est quelque chose que tu as dit. Et ce qui est dit, se libère. C'est une forme primitive et puissante de reprendre le pouvoir. Parce qu'au lieu de te sentir victime des choses, tu leur poses des limites. Tu leur parles comme quelqu'un qui marque son territoire. Tu ne me battras pas, tu ne vas pas me manipuler, tu ne resteras pas là une semaine de plus. Cela peut sembler ridicule, mais dans ces secondes où tu verbalises ton inconfort, une décharge se produit. L'objet cesse d'être un ennemi invisible et devient quelque chose que tu peux confronter. Et dans cette confrontation, tu récupères de l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu parles aux objets, tu n'exprimes pas seulement ta colère, tu retrouves aussi ta présence. Parce qu'en donnant une voix à l'instant, tu t'ancras. Tu ne fais plus le ménage en pensant à autre chose, ni en te traînant mentalement pendant que tu fais ce que tu détestes. Maintenant, tu es dans la scène. Tu participes activement, tu prends position. Tu peux dire « tasse qui ne se range pas, tasse qui s'en va ». Tu peux regarder une chaise couverte de vêtements et lui dire « tu ne seras plus une armoire improvisée ». Tu peux même regarder ton propre reflet dans le miroir de la salle de bain et dire « tu fais mieux que ce que tu crois ». Il n'y a pas de règles, pas de format, juste toi, en train de te dire ce que tu avais besoin d'entendre, ou ce que tu avais besoin de libérer. Et avec le temps, cela devient quelque chose de plus profond. Tu arrêtes de parler seulement aux objets. Tu commences à te parler à toi-même. Dans la cuisine, dans la salle de bain, en sortant les poubelles. Et ce dialogue intérieur commence à changer. D'une voix qui te blâme ou t'exige, il devient une voix qui t'accompagne, qui te comprend, qui t'encourage. Et ça, pour une femme qui a trop longtemps gardé le silence sur ce qu'elle ressent, c'est un vrai remède. Alors parle à n'importe quoi. Aux vêtements, à la vaisselle, au sol sale, au sac déchiré, au tiroir qui ne se ferme pas. Dis ce que tu veux. Ris si cela semble ridicule. Pleure si cela devient vrai. Mais ne te tais plus. Parce que dans cet acte, si simple et si étrange, tu dis sans que personne ne le remarque. Cette maison ne va pas me faire taire. Et ça te donne de la force. Et ça te rend le contrôle. Astuce numéro 8, donne un nom à tes séances de ménage. Oui, sérieusement. Donne-leur un nom comme s'il s'agissait de films épiques ou de missions secrètes. Ne dis pas « je vais ranger le placard », car rien que l'entendre te vole ton énergie. C'est comme si on te mettait un sac de pierres sur le dos avant même de commencer. Dis plutôt « opération je m'en fous » ou « mission stop, c'est fini ». Même quelque chose de plus sarcastique comme « projet que Dieu maître vienne en aide ». Peu importe si ça semble ridicule ou dramatique. C'est justement le but, rire de la charge, se moquer de la routine, enlever au ménage ce ton d'obligation souffrante. Quand tu nommes ce que tu vas faire, tu le personnalises. Ce n'est plus « nettoyer la cuisine », c'est « opération le plan de travail ne gagnera pas ». Tu ne fais plus un devoir, tu réalises ton propre film. Et tu es la protagoniste, celle qui décide du scénario, du ton, de la fin. Donner un nom transforme le quotidien en quelque chose de symbolique. Quelque chose qui a du sens au-delà du chiffon ou du balai. Et voici le secret, ton cerveau réagit différemment. Parce qu'il ne perçoit plus ce que tu vas faire comme un fardeau sans fin, mais comme une mission brève, concrète, voire amusante. Il t'aide à te mettre en mode action, pas en mode plainte. Tu n'es plus prisonnière de la routine, tu mènes une micro-révolution domestique. Ça peut sembler absurde, mais ça fonctionne. Parce que quand tu donnes une identité à la tâche, tu donnes une direction à ton énergie. Tu ne fais pas juste une chose de plus sur la liste. Tu accomplis quelque chose que tu as décidé et baptisé. Ça a un nom, et donc une fin. Et cela crée quelque chose de très puissant, de la satisfaction. Parce qu'à la fin, tu ne dis pas « enfin j'ai nettoyé », mais « mission accomplie ». Cette phrase contient de la fierté, de la clôture, une victoire. C'est différent. C'est à toi. Tu peux même noter dans ton carnet, jour 3. Opération adieu coin de la honte terminée. Ces mots, ces phrases idiotes, commencent à te donner un sentiment de progrès. Et c'est de l'oxygène pur pour un esprit qui se noie dans des tâches invisibles. De plus, cela te connecte à quelque chose de très personnel.
ton sens de l'humour, ton sarcasme, ton ironie. Parce qu'un ménage qui commence par « Mission mercredi du chaos » n'est déjà plus ennuyeux. C'est presque un jeu. Presque une rébellion. Et dans ces petits détails, mais qui t'appartiennent, se cache une grande vérité. Tout ne doit pas être parfait, sérieux ou solennel. Tu peux aussi faire la paix avec le désordre, en jouant à le battre. Parce que c'est ce que tu fais au fond, tu le combats. À ta façon. Avec ton style. Sans te laisser écraser. Alors ne nettoie plus comme si tu allais à un procès. Nettoie comme si tu allais à la guerre. Une guerre petite, intime, silencieuse, mais que tu vas gagner. Parce que maintenant elle a un nom. Et tu n'abandonnes jamais tes missions. Jamais. Le méthode seul mais en paix n'est pas né pour que tout le monde dise « Waouh, ta maison est tellement bien rangée ». Ce n'est pas pour poster des photos parfaites sur les réseaux sociaux, ni pour éviter les critiques de ta belle-mère. Non. Cette méthode n'est pas pour les yeux des autres. Elle est pour toi. Pour qu'à la fin de la journée, quand la maison est silencieuse, tu puisses l'être aussi. Pour que tu t'assoies sur ce canapé enfin libéré de vêtements, que tu fermes les yeux, et que tu ne sentes pas cette pression dans ta poitrine. Que ta gorge ne te fasse pas mal d'avoir avalé trop de fatigue. Que ton âme ne tremble pas parce que tout est sans dessus-dessous, sauf toi, qui ne sais même plus où tu es. Cette méthode est faite pour que tu arrives à ce moment de la journée, et que tu n'aies pas envie de pleurer. Parce que ta maison n'est pas un musée, ni une salle d'exposition. Tu ne vis pas pour qu'on dise « comme c'est propre », ni pour que quelqu'un t'applaudisse. Ton foyer est ton refuge. Ta grotte sacrée. L'endroit où tu peux déposer le poids du monde et respirer. Et si ce lieu n'est pas en paix, toi non plus tu ne peux l'être. Parce que quand tout est éparpillé, ton esprit se désorganise aussi. Ton cœur se trouble. Tes émotions se cachent sous des piles de linge sale et de vaisselle non lavée. Et tu ne mérites pas de vivre ainsi. Tu mérites un foyer qui te contienne, pas qui te punisse. Qui te redonne de l'énergie, pas qui te la vole. Et cela ne se réalise pas avec de grandes sessions de ménage le dimanche, ni en t'épuisant avec des listes de tâches infinies. Cela se réalise avec de petits gestes quotidiens, silencieux, rebelles, mais qui t'appartiennent. Cela se réalise avec ces gestes qui paraissent étranges, mais qui sont un cri de liberté. Cela se réalise lorsque tu cesses de nettoyer comme si tu expiais une faute, et que tu commences à le faire comme si tu prenais soin de toi. Cette méthode n'est pas parfaite. Et toi non plus, tu n'as pas à l'être. Il ne s'agit pas que tout brille, mais que toi tu ne sois pas brisé. Que tu puisses marcher dans ta maison sans sentir que tu as échoué. Que la culpabilité ne t'envahisse pas parce que tu n'as pas tout fait. Parce qu'à chaque chiffon que tu passes, à chaque chose que tu jettes, à chaque mission que tu nommes, tu es en train de te dire « je compte ». Même si personne ne le voit. Même si personne ne le valorise. Je compte. Et c'est ça, le plus important. Si cette vidéo t'a touché l'âme, si ne serait-ce qu'une seule phrase t'a fait rester silencieuse un instant, s'il te plaît, laisse un like. Pas pour l'algorithme. Pour la connexion. Partage-la avec cet ami qui te dit toujours « Je n'en peux plus de ma maison, je n'en peux plus ». Parce que peut-être que c'est justement ce qu'elle a besoin d'entendre. Et laisse en commentaire quelle partie t'a le plus touché. Parce qu'ici, on n'est pas seul. Ici, on nettoie, oui. Mais on s'accompagne aussi. Souviens-toi, nettoyer ne doit pas être un sacrifice silencieux. Cela peut être, et cela doit être, un acte d'amour-propre. Un acte pour dire, je prends soin de moi, je compte, je mérite la paix. Et cette paix commence ici. Dans ta maison. Dans ton coin. Dans ta respiration. On se voit dans la prochaine vidéo. Et que la prochaine fois que tu nettoies, tu ne sois pas seul. Tu sois avec toi-même.